À quelques encablures de l'Europe continentale, la Grande-Bretagne. Le référendum du 23 juin scellera son destin. Quitter l'Union européenne serait un saut dans l'inconnu. Le pays est profondément divisé. Reprenons le contrôle de notre pays et de notre démocratie. La virulence des débats est à la mesure de l'enjeu. Alors, déclin tragique ou avenir glorieux? Tout le monde y va de son idée sur l'avenir. Cela provoquera un véritable séisme et ébranlera la confiance dans le système occidental. L'île coupera-t-elle ses liens avec le continent? Où va le Royaume-Uni? Lara et Sue ont commencé à s'en prendre aux exigences de Bruxelles le jour où elles ont compris que celle-ci pouvait réduire à néant ce que la Grande-Bretagne produit de mieux. Elles n'imaginent même pas pouvoir se passer du super aspirateur Yeti. C'est la propreté même du club conservateur de Romford et du pays tout entier qui, à leur sens, est menacée. Ils veulent changer tout le système de watts et de volts. Ce serait une catastrophe pour moi qui suis technicienne de surface, car je mettrais un temps fou à faire mon travail du coup. Et dans la maison Margaret Thatcher, le travail ne manque pas. Ce soir, on y donne une fête en l'honneur de Saint Georges, le saint patron de l'Angleterre. Depuis que l'Union européenne s'immisce dans tous les aspects de la vie, bien des insulaires craignent de voir leur identité et leur fière histoire partir en fumée. Nous autres Britanniques avons sillonné les mers, fondé des colonies. Notre système parlementaire a servi de modèle à de nombreux pays aux quatre coins du globe. Pourquoi n'aurions-nous plus le droit de continuer à nous gouverner nous-mêmes et devrions-nous accepter d'être dirigés par une bande d'eurocrates anonymes? Ici, la Dame de Fer est vénérée comme une sainte, Margaret Thatcher. Elle a obtenu de Bruxelles de nombreux privilèges pour son pays, et notamment le chèque britannique. Le Premier ministre actuel, David Cameron, fait quant à lui figure de traître aux yeux de citoyens tels que Sue, qui considèrent que sa politique pro-européenne précipite le pays dans l'abîme. Cameron? Oh, on doit bien avoir une photo de lui, puisque c'est le chef de notre parti. Ah, le voilà. Et voilà ce que je pense de lui. Vous le cachez? Non, il n'est pas caché, il n'est juste pas mis en avant. Et qu'est-ce que vous pensez de lui? Déjà qu'on manque de place ici, il ne nous a rendu aucun service. Il nous a vendus à l'Europe. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Ce soir, les sympathisants du Parti conservateur célèbrent leur héritage et trinquent à un avenir glorieux. Les discussions sur la sortie de l'Union sont teintées d'un sentiment anti-allemand. La moyenne d'âge des convives serait-elle en cause? Toujours est-il qu'Angela Merkel n'inspire que méfiance ici. Elle est trop dictatoriale. Si on n'y prend pas garde, l'Allemagne recommencera bientôt à imposer son diktat. Je ne veux pas de ça. La Seconde Guerre mondiale m'a suffi. On verse dans la nostalgie. On aimerait voir ressusciter la grande nation souveraine d'autrefois. Jacob Rees-Mogg ne cache pas son émotion. Un frisson le parcourt à la seule pensée de fouler le hall majestueux du palais de Westminster. Il est là, dans le berceau de la démocratie, ce temple que l'on surnomme la mère de tous les parlements. Je suis fier de l'histoire du Royaume-Uni. Nous sommes une nation prospère et nous entendons bien garder notre rang. Mais il y a bien davantage. La démocratie a vu le jour en Angleterre. Impatient de tourner le dos à l'Europe, le député conservateur arpente le somptueux édifice en menant campagne pour le Brexit et s'oppose ouvertement au Premier ministre.
Restaurer la grandeur et la souveraineté du Parlement britannique, telle est sa mission. En un sens, l'état de délabrement avancé de ce bâtiment illustre l'érosion de notre démocratie sous l'influence de l'Union européenne. Et ce serait, je dirais, un heureux hasard si la restauration de ce bâtiment devait coïncider avec le retrait de l'UE et la réaffirmation de nos droits démocratiques. Simon Blackburn redoute pour sa part que son pays ne court à sa perte en coupant les ponts avec l'Europe. Le maire de Blackpool se voit pris dans une dangereuse tourmente, mais sa propre ville reste sourde à ses avertissements. C'est une journée très orageuse à Blackpool. Il fait froid, il y a beaucoup de vent. Et c'est prémonitoire de l'avenir de notre ville si le pays se retire de l'Union. Car je vois mal comment on pourra continuer à aller de l'avant sans elle. Comment on attirera les investisseurs, protégera les droits des travailleurs. Faire partie d'une communauté est vital pour une ville comme la nôtre. Elle ne peut pas survivre seule. La tour de Blackpool vient d'être rénovée avec des subventions de l'Union. La commune compte sur cet édifice pour attirer les touristes et se maintenir à flot. Bruxelles a également financé les infrastructures de protection contre les crues. Plus de 30 millions d'euros ont été versés à Blackpool ces dernières années. Sans tous ces financements, qu'adviendra-t-il de la ville? L'ancienne station balnéaire, autrefois destination de prédilection des travailleurs en villégiature, est en pleine régression. Les Britanniques préfèrent aujourd'hui s'envoler vers des pays à l'ensoleillement garanti grâce aux vols low cost. Le maire travailliste, Simon Blackburn, voit partout des signes de déclin. Sans l'ombre d'un doute, le plan d'austérité du gouvernement conservateur a anéanti les villes comme Blackpool. Nous sommes les plus gravement touchés par les coupes budgétaires. Avec un nombre élevé de personnes âgées, de travailleurs peu qualifiés, de jeunes chômeurs et autres défavorisés que la misère oblige à vivre dans les pires conditions, Blackpool compte parmi les villes les plus eurosceptiques du pays, à en croire les instituts de sondage. Le propriétaire du Bingo Paradise, Peter Turner, veut se libérer du joug de l'Union. Mais en tirant sur Bruxelles, c'est Londres qu'il met en accusation. Il y a un clivage nord-sud. Toute la moitié nord du pays est laissée pour compte. Voilà ce que je pense, et ce que pensent beaucoup de gens. C'est à Londres qu'il faudrait s'en prendre, non? Oui, si vous voulez, mais Londres a choisi de faire partie de l'Europe. Au Bingo Paradise, on vient pour tromper l'ennui et dans l'espoir de gagner quelques pennies. Mais l'apaisement est de courte durée pour les clients du casino. Les coupables sont tous désignés, ce sont évidemment les étrangers. Je ne suis pas raciste, mais on ne peut pas accueillir des migrants à l'infini. On n'en a pas les moyens. Si on continue à laisser entrer tous ces gens, on met en danger notre avenir. On n'est qu'une petite île. La peur d'être envahi par les étrangers est l'une des causes majeures de la vague anti-européenne qui agite la Grande-Bretagne. L'immigration est l'un des arguments phares des partisans du Brexit. L'Angleterre porte les couleurs du Commonwealth et a toujours été une terre d'immigration. En 2015, ils ont été 330 000 à demander l'asile, dont presque la moitié en provenance de l'Union. C'est trop. Beaucoup de Britanniques rejettent la libre circulation et souhaitent des contrôles aux frontières. Vont-ils interdire l'accès de leur île aux Européens? Il n'y a pourtant aucun doute sur le fait que l'économie ne tournerait pas sans le travail des étrangers. Aujourd'hui, Oliver Schmidt ne s'autorise aucun faux pas. C'est une journée très particulière. Tout doit être parfait. J'ai bien dormi, mais je me suis levé tôt et j'ai retourné toute la maison pour m'assurer que j'avais tout ce qu'il me fallait. Sandra, elle aussi, est sur son 31. Elle est venue spécialement de Hambourg pour être aux côtés de son meilleur ami le jour de sa naturalisation. Je me sens un peu traître. Ah bon? Oui, comme si j'étais infidèle.
Même si je ne fais pas ça par amour fou pour la reine, mais plutôt par intérêt, à vrai dire. Enfin, bien sûr que je me sens chez moi ici après 26 ans. Cela dit, je ne me ferais pas naturaliser s'il n'y avait pas ce référendum qui me fait craindre pour mon avenir. La double nationalité. Pour Oliver Schmidt, steward de profession, c'est une décision mûrement réfléchie. Il veut être assuré de pouvoir rester sur le territoire britannique. Avec son métier, il voyage dans le monde entier, mais sa patrie d'adoption, c'est Londres, et il souhaite y rester. Il n'est pas le seul dans ce cas. Depuis l'annonce du référendum, les demandes de naturalisation se sont multipliées. Nous n'avons pas l'autorisation de pénétrer dans les bureaux de Westminster avec nos caméras, mais Sandra se charge d'immortaliser le moment avec son smartphone. 40 étrangers de 25 pays différents se voient accorder aujourd'hui la nationalité britannique avec Oliver. Ouf, les voici hors de danger. Quoi qu'il arrive, ils pourront rester. Me voici officiellement anglais. Et c'est vrai que j'ai un plus grand sentiment d'appartenance maintenant. Je vais avoir le droit de voter au référendum, en espérant que ma voix comptera un tout petit peu. Le Brexit risque de toucher de plein fouet les journaliers qui travaillent dans les champs du Lincolnshire. Des ouvriers agricoles venus de Pologne, de Lituanie, de Lettonie. Eux aussi ont immigré en Angleterre en quête d'une nouvelle patrie, d'un travail et d'un avenir meilleur. Ils affluent ici depuis l'élargissement à l'est de l'Europe en 2004. Contrairement à l'Allemagne, le Royaume-Uni a alors opté contre une réglementation transitoire. Cette main-d'œuvre bon marché était la bienvenue et reste encore très utile aujourd'hui. On ne pourrait pas se passer d'un certain nombre de Roumains et de Lituaniens. De nos jours, il n'y a pas suffisamment de citoyens britanniques prêts à faire leur travail, et on ne peut pas le mécaniser. Nombreux sont ceux qui souhaiteraient se débarrasser de ces travailleurs au rabais. La population de la ville de Boston, dans le Lincolnshire, augmente d'année en année. Actuellement, 25% de ces 65 000 âmes seraient des immigrés d'origine européenne. Et ils ont transformé le centre-ville, aujourd'hui plus dynamique. Mais beaucoup d'habitants de Boston préféreraient le voir mort plutôt que dénaturé. Il n'y a plus de vie, c'est vrai, mais sincèrement, il y a trop d'étrangers. Ils ne parlent pas un mot d'anglais. Comment voulez-vous qu'on discute avec eux? Ils accaparent tous les services, dentistes, médecins. Désormais, il faut un temps fou pour décrocher un rendez-vous avec son généraliste. Sniegolier fait partie de ceux que d'aucuns considèrent comme des parasites sociaux. Elle a quitté la Lituanie pour venir s'installer à Boston avec sa mère et ses 2 enfants. Elle a suivi une formation et travaille à présent à la chaîne avec sa mère. Un maigre salaire, âprement gagné, et amélioré grâce aux allocations de logement et aux allocations familiales. Les 2 femmes ont-elles émigré en Angleterre pour toucher ces prestations? Non. Aucun d'entre nous ne vient pour les prestations sociales. Nous venons pour avoir de meilleurs emplois et pour que nos enfants puissent avoir un meilleur avenir. Nous voulons être capables de pourvoir aux besoins de notre famille, car les salaires sont plus bas en Lituanie, alors que le coût de la vie est le même. Les immigrés touchent moins en prestations sociales qu'ils ne paient d'impôts. Les détracteurs de l'Union n'en veulent pas moins limiter l'immigration. N'est-ce pas là une aberration? Si au moins la Grande-Bretagne pouvait se passer des migrants. Sur ces questions se greffent de nombreux impondérables. Malgré tout, Simon, John et Agatha, du Centre pour la réforme de l'Europe, s'efforcent de trouver des réponses. Depuis plusieurs mois, ils essaient d'imaginer quelles seraient les conséquences de la sortie de l'Union pour la Grande-Bretagne.
Sur le long terme, si on restreint l'immigration, les finances de l'État vont en souffrir. Il faudra augmenter les impôts ou procéder à des coupes claires dans les dépenses publiques. Tout bien considéré, il est évident pour moi que l'immigration intra-européenne représente un atout et non pas une tare pour notre pays. On va donc ralentir l'économie et appauvrir le peuple et l'État britannique. C'est ça. Limiter le flux de migrants serait également un désastre pour la City de Londres. C'est la principale place financière d'Europe. Placement, vente de produits d'assurance, opérations de change. 44% des transactions en euros sont réalisées dans la ville de la livre sterling. Plus de 300 000 banquiers, agents de change et courtiers d'assurance travaillent à la City. Il y règne une atmosphère de ruée vers l'or tout au long de l'année. À l'heure actuelle, on y élabore des plans d'urgence par peur du Brexit et de ses retombées. Chute de la livre, réduction de moitié des exportations financières au sein de l'Union et jusqu'à 100 000 emplois perdus. Des perspectives bien sombres pour le site le plus rutilant d'Europe. L'aéroport de Londres City, hotspot du monde de la finance. Diana Chan arrive tout juste d'Amsterdam, où se trouve le siège de la société financière pour laquelle elle travaille. Dans une demi-heure, elle sera sur son autre lieu de travail, en plein cœur financier de Londres, dans l'un des lieux les plus puissants du monde. Elle est chinoise et a déjà travaillé dans tous les grands pôles financiers de la planète, Hong Kong, Singapour, New York. Mais il y a 12 ans, elle s'est installée à Londres. Londres est un endroit à part. C'est une ville qui fait le pont entre les fuseaux horaires asiatiques et américains. Les clients et les décideurs sont là. C'est là que ça se passe. Et c'est un lieu très stimulant, une pépinière de gens talentueux et très intelligents. C'est vraiment vivifiant. La Cité de Londres, un microcosme implanté au milieu d'une immense métropole. Les transactions financières qui s'y déroulent avoisinent les 85 milliards d'euros par an. Ici, le capitalisme, avec une histoire vieille de plusieurs siècles, a affûté ses propres règles et ses propres armes. Partout, sur les façades des imposants bâtiments de la City, on peut lire la devise londonienne « Domine, dirige nos », que Dieu nous guide. Mais la confiance s'effrite, y compris chez ceux qui vantent les mérites de la place financière et veulent continuer à prospérer. Le pire qui puisse nous arriver, si nous sortons de l'Union, ce serait de ne plus avoir accès au marché unique. Cela voudrait dire que les entreprises basées à Londres ne pourraient plus vendre leurs services directement au sein de l'Union européenne depuis l'Angleterre. Or, le marché unique européen est extrêmement important pour les services financiers. Se voir interdire l'accès au marché unique préoccupe aussi Diana Chan. Elle dirige l'antenne londonienne d'une chambre de compensation. Il s'agit d'un organisme financier qui fait office d'intermédiaire entre vendeurs et acheteurs d'actions. Sa clientèle réside en grande partie en Europe. Tout est beaucoup plus compliqué pour les clients non européens. En Suisse, nous sommes toujours encore dans l'attente de l'approbation par les autorités compétentes avant de pouvoir accéder à la bourse. Et ça prend beaucoup de temps. Le Brexit peut-il faire s'écrouler la City? Question cruciale pour Diana Chan. Restera-t-il assez de clients à Londres pour son entreprise? Les banques se préparent depuis longtemps à une telle éventualité. Nous ne sommes qu'un prestataire de services parmi tant d'autres pour l'industrie de la finance. Si les banques se délocalisent, nous devrons les suivre. Vous êtes prêt à bouger? Mon métier m'a amené à beaucoup bouger. Le siège de notre société est à Amsterdam. J'y suis 2 à 3 jours par semaine. Le reste du temps, je suis à Londres. J'irai là où mon travail me conduira.
Le compte à rebours a commencé. Des milliers de banquiers ont déjà bouclé leurs valises. Ils sont tous parés pour le grand plongeon. Le marché d'échange serait le premier touché, un marché colossal. Marc Boléat, grand patron de la City, craint le pire. Les autres places financières d'Europe sont déjà dans les starting blocks. Francfort, Paris, Luxembourg, Dublin, Amsterdam, Milan. Je crois que beaucoup de places financières européennes ambitionnent de grignoter des parts du gâteau de la City. Cette concurrence est une bonne chose, mais nous espérons bien sûr qu'ils ne parviendront pas à leur fin. De l'autre côté de la ville, dans le prestigieux quartier de Mayfair, l'ambiance est à la fête. Plus d'un banquier sable le champagne par anticipation. Et avec le champagne, c'est l'argent qui coule à flot dans la campagne pour le Brexit. Mayfair est le berceau des fonds spéculatifs. Leurs gestionnaires ont le goût du risque et investissent leur capital là où les taux de rendement leur semblent les plus avantageux. Pour eux, les réglementations de Bruxelles sont autant d'entraves. Elles sont émises par des technocrates qui n'ont aucune expérience de la finance. La plupart sont avocats et non économistes. C'est là tout le problème. Si vous regardiez le CV des gens qui administrent l'Union européenne, de tous ces régulateurs, vous constateriez qu'ils n'ont pas la formation nécessaire pour assumer ces responsabilités. Le Brexit aurait un deuxième effet positif pour Savas Savory. Il sèmerait la panique sur les marchés des devises. En ces temps incertains, les gérants de fonds spéculatifs sont plus que jamais possédés par la fièvre du jeu. Nous aimons le chaos. Parce que le chaos implique que la valeur réelle d'une chose est différente de son prix sur le marché. Si elle est plus élevée, alors on achète. Par contre, si elle est inférieure au prix du marché, alors on parie contre. Spéculer sur une conjoncture incertaine, sur de longues négociations, ou encore sur les turbulences du marché des devises, si toutes ces inconnues ravissent les milieux de la finance, elles sont une source de cauchemar pour beaucoup d'entreprises commerciales. Le Royaume-Uni est la 5e puissance économique mondiale. Sa contribution nette au budget de l'Union, 8 milliards d'euros. Il réalise 45% de ses exportations au sein du bloc européen. Une fois sorti de l'Union, Londres aurait 2 ans pour renégocier avec les 27 États membres et une cinquantaine d'autres pays. Une hypothèse totalement irréaliste selon les spécialistes. L'incertitude est l'ennemi de l'économie. Dans le pire des scénarios de Brexit, l'activité économique recule de 5%, voire plus. Les entrepreneurs étrangers se retirent. Près d'1 million d'emplois sont menacés. L'Union perd le grand moteur européen du libéralisme économique. La Mini, une icône britannique. 1000 voitures sortent chaque jour de l'usine de Cowley. La plupart sont destinées au marché continental. BMW a investi 2,5 milliards d'euros et créé des centaines d'emplois. Grâce aux constructeurs automobiles étrangers, l'industrie britannique en déclin donne encore quelques signes de bonne santé. Mais pour combien de temps ? Nous avons des usines dans le monde entier. Mais nous aimons les perspectives rassurantes. Nous ne faisons pas des investissements à court terme. Nos investissements ont une portée de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Nous voulons éviter toute incertitude et donc les situations potentiellement instables. Alors, le Brexit, une bombe à retardement ? Comme tant d'autres, le constructeur allemand apprécie la simplicité des rapports commerciaux au sein du marché unique et la circulation facilitée des marchandises. Il l'a fait savoir à ses employés et le message est passé, des postes sont en danger. Réunion de crise au local syndical. Le communiqué du siège n'a pas plu à tous les ouvriers de BMW Cowley. Mais ils sont nombreux à penser que l'Allemagne va trouver une solution.
Après tout, les constructeurs automobiles allemands ont besoin du marché britannique. Il faut savoir lire entre les lignes. Pour moi, il est clair qu'ils sont en train de nous dire que si on sort de l'Europe, notre avenir est en péril. Le Brexit pourrait amener BMW à fermer la filiale de Cowley. Pas tout de suite, parce que ça prend du temps, mais un jour. Ce serait vraiment dommage, parce que la Mini, c'est Cowley. Comme dans le reste du pays, les avis sont partagés ici aussi. Sans Bruxelles, la situation ne peut que s'améliorer, pensent de nombreux pêcheurs de Hastings. De la grande flotte de pêche d'antan ne reste que 25 chalutiers. Les pêcheurs sont las de lutter contre vents et marées et surtout contre l'Europe. Tout ça pour ne rapporter que du menu fretin. Paul Joy peut remonter jusqu'à 1000 ans en arrière dans son arbre généalogique. Chez les Joy, on a toujours été pêcheurs de père en fils. Or, la situation n'a jamais été aussi catastrophique. 20 kilos de cabillaud, 3 tonnes de carlet, 1 tonne de sole. Tels sont les quotas fixés par Bruxelles en mai dernier. Seuls les Français auraient droit à une dérogation spéciale. Ça change tous les mois, mais le maximum à empocher en respectant les quotas et en tenant compte des 2% issus de la pêche des autres poissons, c'est 144 livres par semaine. Ce n'est pas viable, et c'est pourtant ce qu'ils nous imposent. Le fier passé de toute une dynastie de pêcheurs n'est plus qu'un lointain souvenir. Comme il faisait bon vivre quand l'île était encore libre de disposer de ses eaux. Les Britanniques ont beaucoup appris de la mer, et notamment qu'il faut toujours prévoir l'imprévisible. Nous n'avons pas la naïveté de croire que nous pourrons à nouveau pêcher à notre guise du jour au lendemain. Ça va prendre du temps, mais nous sommes convaincus que l'industrie de la pêche et les pêcheurs se porteront bien mieux lorsqu'ils auront retrouvé le contrôle de leurs eaux. En incriminant les réglementations bruxelloises, Paul oublie de mentionner qu'il tire aussi profit du marché unique. Jour après jour, il expédie son poisson en France où il se vend à meilleur prix. Quotas, réglementations, interdits. Londres et l'Angleterre ne sont-ils plus que les pantins de Bruxelles? Nous retrouvons le député Jacob Rees-Mogg dans les archives du Parlement. 60 000 lois sont archivées ici, remontant pour certaines jusqu'à 4 siècles. Imprimées sur du parchemin en authentique vélin, elles sont destinées à reposer ici à jamais. Et l'Europe dans tout ça? 15% des nouvelles lois sont directement influencées par Bruxelles. Pour Jacob Rees-Mogg, ce sont surtout les réglementations et directives accessoires qui posent problème. C'est avec cette loi et l'entrée dans l'Union européenne qu'aurait commencé le long déclin de la Grande-Bretagne. L'adhésion au marché commun avec toutes les réglementations qui ont suivi a gravement nui à l'efficacité de notre économie. Et maintenant, ils veulent changer nos ampoules, nos aspirateurs, nos bouilloires. On ne va bientôt plus pouvoir se faire du thé. Le marché unique n'est pas un marché libre. C'est un marché ultra réglementé. Si Jacob obtient gain de cause, un nouveau parchemin reposera bientôt sur ses étagères, celui du Brexit. Mais qu'adviendra-t-il quand le pays se sera retiré du marché unique? La transition durera des années, années de stress et d'inquiétude. L'espoir est-il malgré tout permis? Si jamais nous quittons le navire, la meilleure solution serait encore d'obtenir un accord similaire à celui des Norvégiens. Ils ont accès au marché unique à la condition qu'ils approuvent toutes les règles et réglementations et contribuent au budget de l'Union. Est-il possible que l'on se retrouve dans une situation encore plus déplorable que notre situation actuelle? C'est presque certain. Si nous partons, nous passerons des années à négocier avec chaque pays de l'Union et nous finirons par conclure des accords qui seront bien moins avantageux que celui que nous avons signé récemment avec Bruxelles. Nous ne pourrons jamais obtenir un meilleur deal que celui-ci. Reste le danger venu du nord. Le nord sauvage de l'île, l'Écosse. Un peuple de 5 millions d'habitants seulement, mais d'autant plus fier, très attaché à ses traditions, insoumis et nationaliste. L'Écosse et l'Angleterre ont toujours été des sœurs ennemies.
L'histoire des deux pays est jalonnée de conflits et d'humiliations. Lors du référendum de 2014, il s'en est fallu de peu pour que les deux nations se séparent. L'aspiration à la liberté est encore bien vivace au sein du peuple écossais. Nombreux sont ceux qui attendent de pied ferme une seconde chance de dire adieu à Londres. Le Brexit arriverait-il à point? Ce petit veau vient de naître. Il tente de se dresser sur ses quatre pattes sous le regard attendri de Jamie Williamson. C'est un veau des Highlands. À peine est-il debout que l'éleveur, rassuré, part s'occuper de ses meilleurs amis dans cette contrée isolée, les moutons. Ce troupeau de 1000 têtes constitue sa principale source de revenus. Les éleveurs écossais aiment leurs moutons. Plus que tout au monde? Absolument. Sur ces 5400 hectares de terre, Jamie ne peut en exploiter réellement que 200. Il aurait déjà dû mener ses moutons sur les pâturages de montagne depuis longtemps. Mais cette année, il y a encore de la neige au mois de mai. Chaque année, Jamie perçoit 60 000 € de subventions européennes pour l'aider à exploiter ces terres difficiles. Sans ces subventions, avec toutes les réglementations et toutes les taxes, on ne pourrait pas survivre. Si on sortait de l'Europe, et c'est notre inquiétude, le gouvernement britannique nous laisserait tomber. Ce serait la fin de l'agriculture et de la sylviculture, et on finirait par devoir tout importer. Nos terres ne seraient plus qu'un terrain de jeu pour touristes. Beaucoup d'exploitants agricoles des Highlands écossais dépendent massivement des aides de l'Union. Maintes communes isolées ne sont accessibles que grâce aux fonds de la communauté. C'est pourquoi les Écossais sont très attachés à leurs voisins européens. Là-haut, dans la montagne, Londres semble très loin. Le regard est plutôt tourné vers le continent. Ici, on considère encore l'Europe comme une alliée. La majorité des Écossais est favorable au maintien du Royaume-Uni dans l'Union. Les jeunes en particulier. Pour les mobiliser, cet atelier de Glasgow a mis au point un nouveau logo pro-européen. En fait, l'Europe a un problème d'image. Elle donne l'impression d'être ennuyeuse. Mais pour les gens de ma génération et les plus jeunes, il n'y a rien de plus cool que de pouvoir acheter un billet d'avion low cost pour aller faire la fête à Berlin ou passer le week-end à Copenhague. La génération d'Emeline vit à l'heure européenne. Seulement, pour beaucoup, les avantages que représente l'Union vont de soi. Ils sont donc absents des débats européens et n'iront pas tous voter. Selon les sondages, seule la moitié des jeunes Écossais comptent se rendre aux urnes le 23 juin. Les artistes de Glasgow, eux, ont choisi leur camp et s'engagent politiquement. Ce tableau illustre la crise des réfugiés. Rosie a commencé à s'intéresser à la politique il y a 2 ans, à l'occasion du référendum. Et elle continue à rêver d'indépendance. Au prochain référendum, il faut absolument qu'on l'emporte. Et pour ça, il faut que le moment soit bien choisi. Ce ne serait pas impossible maintenant, avec le gouvernement conservateur qu'on a à Londres. Une Écosse indépendante et sociale. Voilà ce que souhaite Rosie, ce pourquoi elle soutient le SNP. Le Parti national écossais est en position de force au Parlement régional et plus populaire que jamais grâce à sa figure de proue, Nicola Sturgeon. Il n'y a aucune raison pour que notre pays et notre peuple ne s'en sortent pas. S'ils exploitent toutes les ressources à leur disposition, ils ont déjà réussi tellement de choses. Fier et combatif, prônant une plus grande justice sociale, un nationalisme de gauche. Son ennemi est Londres, son ami l'Europe. Les nationalistes écossais sont eux aussi pour le Remain, le maintien dans l'Union, et ils mettent le pays en garde. À supposer que l'Écosse vote pour le maintien dans l'Union et le reste du Royaume-Uni contre, autrement dit, si l'Écosse se retrouvait en dehors de l'Union contre son gré, cela mènerait certainement à un nouveau référendum.
Il y a 2 ans, Jamie Williamson a voté contre l'indépendance. Mais à l'époque, il n'était pas encore question de Brexit. L'éventualité d'un second référendum sur l'indépendance de l'Écosse donne lieu à d'interminables discussions avec son voisin autour d'un verre de whisky. Non, certainement pas. Nous faisons partie d'un pays très prospère, et s'en détacher serait une grave erreur. Je pense que nous nous en sortons très bien comme ça, et je doute que l'Écosse puisse s'en tirer convenablement toute seule, sans le reste du Royaume-Uni. Si on avait le choix, il vaudrait certainement mieux nous rapprocher de l'Europe plutôt que du Royaume-Uni. Si on devait choisir entre les deux, alors oui, je pense que l'Europe et les partenaires commerciaux que nous y avons seraient les meilleurs alliés. Il est tout à fait envisageable à l'heure actuelle que l'Écosse se détourne du Royaume-Uni pour maintenir ses liens avec l'Union. La Grande-Bretagne est-elle prête à rétrécir pour devenir une petite Angleterre ? La Grande-Bretagne ne fait jamais rien comme tout le monde. Entourée d'eau, elle n'est jamais au cœur, mais toujours en marge de l'Europe. Elle est fière de sa reine et de son ex-empire. Est-ce là sa force ou ce narcissisme est-il sur le point de la faire plonger dans la crise en entraînant toute l'Europe avec elle ? Le Brexit serait une expérience extrêmement risquée, dont on ne peut pas vraiment mesurer toutes les conséquences, et sans plan B. Mais l'esprit séparatiste est dans l'air. Ce petit avion continue encore de faire battre fort le cœur des Britanniques. Ce sont les Spitfire et leurs pilotes qui ont tenu tête à la Luftwaffe allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Richard Verroll voue une admiration sans borne à ces héros de la résistance aérienne. Vifs, habiles, courageux, ainsi se voient les Britanniques aujourd'hui encore. Leur devise, nous contre le reste du monde. Depuis son hangar de Biggin Hill, on aperçoit au loin la cité de Londres. Nous sommes entrés dans l'Union européenne pour le commerce, rien de plus, affirme Richard. Ce n'était ni par amour, ni pour des histoires de guerre et de paix. Les Britanniques ont toujours été comme ça. Quand ils sont mis sous pression et qu'on essaie de leur faire peur, alors ils se redressent et partent au combat. C'est ce que le Spitfire représente ? Oui, c'est ce que le Spitfire symbolise. Les Brexiteurs ne veulent pas se laisser dominer par la peur. Pas avec ce passé. Or, c'est précisément la carte que joue le Premier ministre David Cameron. La carte de la peur. Leader de la campagne pro-européenne, c'est lui qui a entraîné le pays et l'Europe dans cette histoire de référendum. Il voulait pacifier son parti, très divisé sur la question européenne. Le port de Felixstowe est le point de départ de dizaines de milliers de containers à destination du marché unique. David Cameron y fait passer son message. Perte d'emploi, déclin, récession. Sortir de l'Union serait fatal pour le porte-monnaie des Anglais. Le choix, si vous voulez, se joue entre une Grande-Bretagne encore plus grande, plus prospère, et le saut dans l'inconnu que représenterait une sortie de l'Union européenne. Jacob Rees-Mogg s'oppose ouvertement au Premier ministre sur la question. Tous les samedis, il fait le tour des villages du Somerset pour promouvoir le Brexit, secondé par Peter, son fils de 8 ans. La plus grande menace, c'est l'absence de frontières en Europe et la possibilité pour n'importe qui de venir en Angleterre depuis le continent sans avoir passé aucun contrôle. Il y a trop de règles. Oui. Et on est les seuls à les appliquer. Dans la petite ville de Kensham, Jacob Rees-Mogg tombe sur des partisans du maintien. Une petite bagarre de bannières s'engage. Brexit ou Remain ? Le député conservateur ne tarde pas à retrouver son sérieux. Il a les idées bien tranchées. Le Royaume-Uni doit sortir du marché unique européen et commercer avec le monde comme il l'entend. Vous, ce que vous voulez, c'est que des dirigeants étrangers nous dictent ce que nous devons faire. Moi, je veux que les Britanniques soient maîtres de leurs actes. Je veux l'indépendance de la Grande-Bretagne.
Dans les rangs des pro-européens, règne la peur de devenir une nation isolée et insignifiante. Ils ne disent pas ce que signifie vraiment le Brexit. Nous savons ce que c'est d'être dans l'Union, mais pas d'en sortir. Ce n'est pas évident d'organiser une campagne pour le maintien, parce qu'il s'agit de défendre un statu quo. Mais s'ils veulent vraiment qu'on vote pour la sortie de l'Union, il faut qu'ils expliquent ce que ça implique vraiment, plutôt que de faire des grands discours stériles sur l'indépendance. La Grande-Bretagne voue un culte aux cérémonies. Un ancien empire colonial encore en quête de sa place dans le monde et qui voudrait conserver ses vieux amis tout en se faisant des nouveaux alliés. La reine et le Premier ministre ont déroulé le tapis rouge des grandes occasions pour le président chinois. Mais si la Chine s'intéresse au Royaume-Uni, c'est uniquement parce qu'il peut lui ouvrir une porte vers l'Europe. Qu'en est-il de la grande amitié entre le Royaume-Uni et les États-Unis ? Elle aussi appartient peut-être au passé. Barack Obama vole à la rescousse du camp anti-Brexit. Les pro-Exit avalent la pilule sans broncher. Voilà longtemps que le pays ne fait plus le poids face au Big Brother américain. Peut-être bien qu'un jour, un accord commercial d'envergure sera signé entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite, parce que notre volonté à l'heure actuelle, c'est de négocier avec le bloc européen. Alors le Royaume-Uni devra attendre son tour. Il passera en dernier. L'équilibre interne de l'Union européenne sera forcément affecté par la sortie de l'Angleterre, qui privera l'Europe d'un acteur important pour les mécanismes de marché. Simon, Agatha et John en sont persuadés. Si la Grande-Bretagne quitte l'Union, cela provoquera un véritable séisme et ébranlera la confiance dans le système occidental. Cela représente un danger pour le processus d'intégration européenne. Le Brexit pourrait encourager d'autres États membres de l'Union européenne à suivre le même chemin. Avec l'Angleterre, on perd un pays qui avait souvent une attitude critique et posait beaucoup de questions. Et un certain nombre de pays craignent que cela renforce encore la domination allemande. Ces arguments laissent Richard de marbre. Pour lui, tous les discours anxiogènes ne font que renforcer la volonté des Britanniques. Les Spitfire, malgré un pilotage pas toujours aisé, étaient nettement supérieurs aux chasseurs allemands, et les Anglais d'aujourd'hui puisent dans ce glorieux passé pour trouver la confiance en une Grande-Bretagne détachée de l'Union. Ces hommes très courageux ont tout sacrifié pour sauver leur pays. Et on doit protéger ce pourquoi ils se sont battus. Voter pour le Brexit, ce n'est pas voter pour quitter l'Union. C'est voter pour reprendre le contrôle de nos frontières et retrouver notre souveraineté. Le 23 juin, pour lui, devra être le jour de l'indépendance. D'autres redoutent ce jour où tout sera soudain bouleversé et où la Grande-Bretagne sera plus insulaire que jamais. Un cauchemar pour de nombreux Européens du continent, si proches et si lointains à la fois.